Ma mère a refusé catégoriquement de payer mon traitement rénal, me lançant. Tu ne mérites même pas que cette famille se sacrifie pour ta survie. Mon père m'a alors donné un coup de poing et m'a ordonné de faire mes valises et de partir. Ce que j'ai fait ensuite les a profondément marqués. Je m'appelle Shiloh Beckett, j'ai 27 ans et je vis actuellement dans le Kentucky. Cette histoire n'est pas un film, elle est vraie. C'est ma vie. Depuis ma plus tendre enfance, je souffre d'une maladie rénale chronique et j'ai besoin de médicaments coûteux tous les mois pour survivre. Mes parents biologiques m'avaient promis de prendre soin de moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais à presque 18 ans, ils ne me considéraient plus que comme une dette qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Ce soir-là, en rentrant à la maison avec la facture médicale de 4 800 $, ma mère me l'a froidement repoussée et a répété exactement les mêmes mots. Mon père n'a rien dit de plus, juste un grand bruit et la porte a claqué derrière moi sous la pluie glaciale. Je me suis retrouvé dehors, avec pour seul bagage un sac à dos, sans argent, sans nulle part où aller. Et à partir de cette nuit fatidique, je les ai laissés payer avec ce qu'ils possédaient le plus. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait pour que ceux que j'appelais autrefois ma famille deviennent de parfaits étrangers, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire. Croyez-moi, la fin vous choquera bien plus que vous ne l'imaginez. J'ai grandi dans un quartier tranquille de l'est de Loinville. Un endroit où toutes les pelouses étaient tondues le samedi et où les enfants disparaissaient à vélo jusqu'à ce que les lampadaires clignotent. Mes parents étaient des gens ordinaires et travailleurs. Papa, Nathan, travaillait de nuit à la chaîne de montage de l'usine de camions Ford sur Fern Valley Road et rentrait à la maison avec de la graisse sous les ongles et une légère odeur de métal sur ses vêtements. Maman, Diane, travaillait au service clientèle d'une banque du centre-ville. Toujours impeccablement habillée, coiffée de la même façon tous les jours. L'argent était rare, mais le réfrigérateur n'était jamais vide et nous ne manquions de rien. Mes problèmes de santé ont commencé avant même que je sache parler. À 6 mois, j'ai cessé de prendre du poids. Ma peau est devenue grisâtre et terne, et je pleurais sans cesse, quoi qu'on fasse. Après une semaine d'analyse de sang et d'examen à l'hôpital pour enfants Norton, en centre-ville, un néphrologue a fait asseoir mes parents dans une petite pièce qui sentait l'antiseptique et leur a annoncé que j'étais atteinte d'une insuffisance rénale chronique de stade 2. Héréditaire, progressive, incurable, seulement un traitement à vie, un régime strict et des médicaments qui coûteraient des milliers de dollars par an. Je ne me souviens évidemment pas de cette conversation, mais on me l'a racontée tellement de fois en grandissant qu'elle me semble faire partie de mes premiers souvenirs. Quoi qu'il en soit, ces premières années ont été merveilleuses. Tous les samedis matins, papa me prenait sur ses épaules et parcourait les 3 pâtés de maison qui le séparaient de la pharmacie de Bardstown Road, en m'appelant sa petite patiente VIP. Maman avait un énorme classeur à anneaux avec des intercalaires de couleurs pour chaque résultat d'analyse, chaque changement d'ordonnance, chaque courbe de croissance. Ils n'ont jamais manqué un rendez-vous, même quand la tempête de neige a paralysé la ville. Quand l'assurance refusait de rembourser un nouveau médicament, papa prenait simplement des week-ends supplémentaires sans travailler le dimanche comme garagiste, et maman collectionnait les coupons de réduction comme si c'était un sport olympique. Je me sentais en sécurité. Et me sentais aime. Puis, à 3 ans, Dylan est arrivé. Parfait, tout de rose vêtu, et en pleine santé. Soudain, la maison regorgeait de jouets, de photos et de bruit. J'adorais ça. J'adorais être la grande sœur qui pouvait le faire rire rien qu'en faisant des grimaces. Pendant longtemps, rien n'a vraiment changé dans la façon dont ils me traitaient. J'étais toujours leur enfant malade, mais j'étais toujours leur enfant. Cet équilibre a duré jusqu'à mes 11 ans. C'est l'année où la mère du père de grand-mère Evelyne est décédée après une lutte fulgurante et brutale contre un cancer du pancréas. Elle avait vécu seule dans une petite maison en briques en Oklahoma, avait conduit la même Camry de 1998 jusqu'à la fin et avait économisé chaque centime de sa pension de veuve. Une semaine après les funérailles, au cabinet de l'avocat, celui-ci a remis à mes parents une épaisse enveloppe à mon nom. À l'intérieur se trouvaient les documents relatifs à une fiducie irrévocable, 350 000 $ investis dans des fonds indiciels et des obligations, la banque étant le fiduciaire central. Grand-mère avait ajouté une lettre manuscrite de sa fine écriture cursive. Cet argent est destiné uniquement aux frais médicaux de Shiloh, pour toute sa vie. Rien d'autre. Je t'aime, ma chérie. Maman pleurait tellement que son mascara coulait. Papa fixa la page un long moment, déglutit et dit doucement. Nous respecterons cet engagement. Chaque centime restera avec elle. Et pendant les 2 années suivantes, ils s'y tinrent. Chaque fois que l'assurance ne prenait pas en charge une consultation chez un spécialiste à Cincinnati, chaque fois qu'un nouveau médicament hors de prix sortait, ils remplissaient les formulaires, envoyaient les justificatifs et la banque encaissait le chèque. Je savais que cet argent existait, comme les autres enfants savent qu'ils ont un fonds d'études. Quelque chose que les adultes géraient. Quelque chose qui serait toujours là quand j'en aurais besoin. J'ignorais qu'il commençait déjà,
discrètement, à voir ces chiffres d'un autre œil. La réalité commençait à me frapper de plein fouet. J'avais 13 ans quand papa est rentré avec une lettre de licenciement à la place de sa boîte à lunch. L'usine Ford perdait des emplois depuis des mois. Papa avait 22 ans de service et pensait que son ancienneté le sauverait. Mais la fidélité n'avait plus d'importance pour l'entreprise. 6 mois d'allocation chômage qui couvraient à peine les dettes de l'emprunt immobilier, qui disparaissaient dans les limbes, et des entretiens d'embauche où l'on autorisait des jeunes aux prétentions salariales moindres. Le bureau de maman a fusionné avec un autre bureau du centre-ville et ses heures de travail sont passées de 40 à 28 par semaine. Du jour au lendemain. La situation familiale, déjà tendue mais gérable, est devenue intenable. J'entendais les disputes à travers les bouches d'aération, même après que Dylan et moi ayons dû dormir. Les factures s'accumulaient, 4 000 $ de retard sur la carte Visa, 2 000 $ de retard sur le paiement du camion Discover, encore une fois. Un soir, j'ai surpris maman au téléphone sans fil dans la buanderie. Sa voix basse demandait à la banque dépositaire si elle pouvait obtenir un prêt à court terme sur le fonds en attendant le retour de Nathan. La réponse a dû être un non catégorique, car elle a raccroché, a collé son front contre le sèche-linge et est restée immobile un long moment. Papa a finalement trouvé un emploi d'entrepôt, chargé de la gestion des stocks de matériel médical pour une entreprise de logistique. Le salaire était à peine plus de la moitié de ce que Ford lui versait. Pas d'avantages sociaux pendant les 90 premiers jours, pas d'heures supplémentaires. Ils ont organisé une réunion de famille autour de la table de la cuisine le soir de son premier jour. Dylan, 10 ans, et tout le monde ont appris la bonne nouvelle. Tout d'abord, il allait être inscrit à Saint-Xavier, le meilleur lycée privé pour garçons de la ville. Les frais de scolarité s'élevaient à 14 000 $ par an, mais maman a dit que ce n'était pas négociable. Les portes s'ouvrent à ceux qui y vont, lui a-t-elle dit. Ce soir-là, elle m'a tendu un nouveau flacon orange de médicaments, du losange générique à la place du casar que je prenais depuis l'âge de 9 ans, et m'a annoncé que le néphrologue avait approuvé le changement pour des raisons budgétaires. C'était faux. J'ai vu le vrai dossier 2 semaines plus tard. À partir de ce moment-là, chaque dollar supplémentaire était destiné à Dylan. Des chaussures de foot neuves à chaque saison, même quand les anciennes lui allaient encore. Une inscription à un camp d'été sélectif à Orlando l'été suivant. Le dernier iPhone le jour de sa sortie, car il en aurait besoin pour ses projets scolaires. Je n'ai jamais rien eu qui ne soit absolument indispensable à ma survie. Et même eux ont commencé à me faire la morale. La preuve irréfutable est arrivée cet après-midi-là, alors que je cherchais du papier pour l'imprimante dans le bureau de maman. Caché sous une pile de factures, une chemise cartonnée étiquetée « Dépenses du ménage » contenait des formulaires de retrait de fonds en fiducie, tous tamponnés et approuvés, accompagnés d'un faux certificat médical attestant que l'argent était destiné à mon programme spécialisé de nutrition rénale ou à des consultations de néphrologie hors réseau. Les reçus collés derrière les documents disaient vrai. L'université Saint-Xavier avait payé le billet d'avion de Dylan pour son rendez-vous chez l'orthodontiste en Floride, et même un jeu de pneus Michelin pour le camion de papa. Les retraits ont commencé modestement, 4,68, mais la somme a vite grimpé. J'ai attendu que Dylan soit à son entraînement et j'ai confronté maman dans le garage. Elle n'a pas nié. Elle a fermé le dossier, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Dylan est en bonne santé. Il a de bonnes chances d'obtenir des bourses, d'aller à l'université, tout ce qu'il veut. Toi, tu as des limites, Shiloh. On est juste réaliste avec l'argent que grand-mère nous a laissé. C'est temporaire. On le remettra quand papa commencera à faire des heures supplémentaires. » Le temporaire est devenu permanent. Le nouveau travail de papa ne prévoyait pas d'heures supplémentaires. Maman s'est mise à vendre du rouge à lèvres hors de prix le week-end, mais les kits de démarrage lui coûtaient plus cher que ce qu'elle gagnait. Les cartes de crédit étaient à découvert. Les retraits sont devenus mensuels, puis bimensuels. À 14 ans et demi, près de 65 000 $ de l'argent de grand-mère avait déjà été détourné en frais de scolarité dans une école privée, en voyage, en frais de foot et en une Jeep Wrangler d'occasion achetée pour Dylan la semaine où il a eu son permis. Ma propre ordonnance était en retard. Maman prétendait que la pharmacie attendait l'accord de l'assurance ou était en rupture de stock. J'ai appris à couper les comprimés avec une lame de rasoir quand le gonflement de mes chevilles devenait trop douloureux, car demander un renouvellement à l'avance me donnait plus de latitude et me valait des remarques sur mon égoïsme. Dylan ne semblait jamais remarquer la différence dans le traitement. Ou s'il la remarquait, il se taisait et continuait d'accepter les améliorations comme si c'était de l'oxygène. Et dans la nouvelle vision du monde de mes parents, c'était peut-être le cas. J'ai cessé de m'emporter et j'ai commencé à calculer, car j'ai enfin compris que l'argent qui maintenait littéralement mes reins en vie n'était plus immuable. C'était juste une autre ressource familiale qu'il pouvait réaffecter dès que l'avenir de Dylan semblait plus prometteur que le mien. À 15 ans,
Je travaillais le soir au Chick-fil-A de Shelbyville Road pour être sûr d'avoir les médicaments que mes parents refusaient désormais de m'acheter. Le gérant m'appréciait car j'étais toujours à l'heure, souriante même avec les chevilles enflées, et je ne demandais jamais rien. Du lundi au vendredi, j'allais directement de l'école au travail, de 16h à la fermeture, et je faisais des doubles shifts le samedi. Chaque dollar était déposé sur un compte secret dans une autre banque, dont ils ignoraient l'existence. Le premier achat que j'ai fait avec mon propre argent a été le Cosar, le médicament de marque que mon néphrologue suppliait d'approuver depuis plus d'1 an. Ma mère insistait sur le fait que le générique était exactement le même. Ce n'était pas le cas. 2 semaines après être revenu au Cosar, mes maux de tête constants ont disparu. Ma tension artérielle s'est enfin stabilisée en dessous de 140/90 et les acouphènes ont cessé pour la première fois depuis des mois. Pendant que je comptais des billets de $50 pour des pilules, les dépenses de Dylan s'emballaient. Pour Noël, en seconde, il a reçu un ordinateur portable de jeu dernier cri avec des lumières RGB qui changeaient de couleur à chaque victoire. Papa a apporté le carton au salon comme s'il remettait un Oscar. 3 mois plus tard, Dylan a eu son permis de conduire et la vieille Jeep a été échangée contre un Tacoma TRD flambant neuf, pour qu'il ait une voiture à la fois sûre et stylée à ses 16 ans. L'acompte provenait directement des économies de grand-mère. J'ai retrouvé le bordereau de retrait froissé dans la poubelle, encore attaché à un faux reçu pour des compléments alimentaires pour la dialyse. J'ai essayé de parler à maman une fois, après l'avoir poussée dans la buanderie suite au départ de Dylan pour son entraînement. J'ai retroussé mon jean pour lui montrer mes chevilles, devenues violettes et luisantes de liquide, et je lui ai demandé si elle pouvait au moins déposer mes reçus sur les comptes en fiducie. Elle fixa mes jambes pendant 3 bonnes secondes, puis détourna le regard et dit « Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on continue à gaspiller de l'argent pour quelque chose qui ne mène à rien. Des recruteurs universitaires viendront assister au match de Dylan l'année prochaine. Ça coûte cher. Il faut accepter la réalité, Shiloh. La réalité. » Ce mot remplaça « priorité » comme nouvelle devise familiale. Le 16e anniversaire de Dylan fut fêté chez Jeff Ruby, en centre-ville, avec nappe blanche, queue de homard, couteau à steak gravé, cotillon et un gâteau à 3 étages en forme de casque des Cardinals de Loonville. 20 de ses coéquipiers étaient présents, tous en cravate. Ce jour-là, je travaillais 2 heures d'affilée et, en rentrant à minuit, l'odeur des frites gaufrées imprégnée de l'odeur alléchante, je trouvais le réfrigérateur rempli de restes de côte de bœuf. Personne n'avait pensé à m'en laisser une bouchée. Quand j'essayais d'évoquer mes derniers résultats d'analyse ou le fait que mon taux de créatinine remontait, la réponse était toujours la même. Ne stresse pas ton frère. Il a ses partiels. Si je rentrais en boitant après une journée de travail de 12 heures parce que mes chaussures étaient trop petites, mon père, le visage bouffi, me grondait. Arrête de mentir la pitié. Dylan a son examen dans 2 semaines. J'ai appris à me faire discrète. Je prenais rendez-vous pour mes analyses de sang avant les cours et je rédigeais des lettres d'excuses avec l'écriture de ma mère. J'achetais des barres protéinées à faible teneur en potassium en grande quantité avec mon pourboire, car les médicaments spéciaux pour les reins étaient apparemment trop chers pour être gardés à la maison. Je trimballais un mini-frigo dans ma chambre pour les quelques produits que la diététicienne exigeait. Il ne s'inquiétait jamais de la facture d'électricité exorbitante, car il venait rarement, sauf pour s'énerver parce que le pantalon de survêtement de Dylan avait besoin d'être nettoyé à sec. Le pire moment fut ce mois-là, lorsque ma fréquence glomérulaire est tombée à 37. Le spécialiste a prescrit un changement de traitement en urgence et une échographie dont l'assurance ne couvrait que 70%. La franchise restante s'élevait à $789. J'ai imprimé la citation et l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine avec un mot. La cagnotte de grand-mère peut couvrir ça. Maman l'a trouvée, l'a froissée, et plus tard dans la soirée, je l'ai entendu dire. Papa, on garde le reste pour les études de Dylan. Elle est presque majeure. Cette même semaine, j'ai commencé à me passer des chélateurs de phosphate en vente libre pour économiser mon argent. Les crampes musculaires sont devenues si intenses que je devais me mettre une serviette dans la bouche pour que mes cris ne réveillent pas Dylan. Je me disais que la remise des diplômes n'était plus qu'à 18 mois. Après, je serais libre. Mais chaque nouveau rapport d'analyse montrait que les chiffres se dégradaient. Et chaque soir, je m'endormais en me demandant combien de mois encore mes reins tiendraient sans le traitement que je payais désormais moi-même. La nuit où tout a finalement explosé a commencé comme n'importe quel autre vendredi, sauf que je suis rentré à la maison avec une ordonnance dans les bras qui a mis fin à tout. J'avais 17 ans et 8 mois. Cet après-midi-là, le néphrologue m'a gardé après ma prise de sang habituelle, a fermé la porte et m'a annoncé la nouvelle sans détour. Mon débit de filtration glomérulaire était tombé à 34. Le stade 3 était officiel. Il commencerait un nouveau traitement combiné dès ce soir-là. Pas de délai avec Tresto et un chélateur de phosphate à distribution limitée qui coûtait une fortune.
Même avec l'assurance, le ticket modérateur mensuel était 4800 $. Sans ça, il m'a dit que je serais au stade 4 d'ici quelques mois et sous dialyse d'ici 1 an. Il m'a donné le devis imprimé et les ordonnances, pas des échantillons, pas une promesse pour lundi. Les vrais. Faites-les exécuter ce soir, a-t-il ordonné. Vos parents doivent appeler le psychologue dès demain matin, mais vous pouvez commencer à prendre les médicaments immédiatement. J'ai parcouru les 3 kilomètres qui me séparaient de chez moi sous la pluie glaciale de novembre, le sac de la pharmacie déjà trempé dans la poche de mon manteau. Le devis, plié à l'intérieur, était comme une sentence de mort. La maison était illuminée. Des boîtes à pizza empilées sur le porche, les voitures des amis de Dylan partout. Des rires éclataient à chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. J'ai enfilé des chaussures dégoulinantes qui grinçaient, et le bruit s'est tu une demi-seconde quand ils ont vu mon visage. Maman était à l'îlot de la cuisine, en train de couper du pain à l'ail. Papa était à table, en train de feuilleter des prospectus de bourse d'études. Les coéquipiers de Dylan étaient étalés dans le salon. Je suis allé directement. Dans la cuisine, j'ai sorti le sac de la pharmacie dégoulinant de ma poche. Il sortit le document de sa poche et le posa sur le sol en marbre devant maman. Elle s'essuya les mains, déplia le papier humide, le lut une fois, puis une autre. Ses lèvres se crispèrent. On ne va pas payer 4800 $ par mois. Comme ça. Sans surprise, sans question. C'est définitif, maman. Le médecin a dit. Si je ne commence pas ce soir. J'ai entendu ce qu'il a dit. Sa voix se coupa net. Glacial. On entend ça depuis 17 ans. 17 ans de dépenses pour chaque plan, chaque dollar, chaque jour, tout tourne autour de terrain. On est foutu. Papa n'avait même pas fermé l'ordinateur portable. Dylan doit déposer sa candidature pour l'admission anticipée dans 2 semaines. Ses frais sont exorbitants. Mon cœur battait la chamade. Ce ne sont pas des frais de dossier. C'est la différence entre le stade 3 et la dialyse. Maman laissa échapper un rire amer. Tu es dans ce stade depuis des années et tu es toujours là. On en a assez de jeter l'argent par les fenêtres. Dylan reçoit des propositions pour des voyages complets. C'est là que l'argent va aller maintenant. Des larmes mêlées à l'eau de pluie coulaient sur mon visage. Le testament de grand-mère était destiné à mes soins de santé. La banque. La banque fait ce qu'on lui dit. Papa a sifflé et a finalement levé les yeux. Et on leur dit non. Je pleurais à chaudes larmes. Je vous en supplie. Je n'arrive plus à respirer quand je suis allongé. Je suis gonflé chaque jour. Vous choisissez l'université de Dylan plutôt que ma vie. Le coup est arrivé plus vite que je ne l'avais pensé. La main de papa s'est abattue sur mon visage avec une telle violence que j'ai perdu connaissance. J'ai été projeté sur le côté, ma hanche heurtant l'aimant du réfrigérateur qui s'était écrasé sur le carrelage. Du sang a coulé de ma bouche instantanément. Je m'étais mordu la joue. Sors de chez moi. Aruji papa. Les veines violettes de mon visage ont gonflé. J'en ai assez de payer pour une chose perdue. Fais tes valises et pars avant minuit, sinon je te traîne dehors moi-même. Maman n'a pas bronché. Elle n'a pas tendu la main vers moi. Elle a juste fixé la citation ruinée comme si elle était dégoûtée. Elle. J'ai regardé au-delà d'eux. Dylan était figé sur les dernières marches, son téléphone à capuche à la main, les yeux écarquillés. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a baissé les yeux vers le sol. Pas un mot. Papa m'a attrapé le bras d'une poigne instantanément meurtrie et m'a tiré vers la porte d'entrée. Tu m'as entendu? Door. Il ouvrit la porte d'un coup. La pluie de novembre s'écarta sous la lumière du porche. Mon sac à dos apparut du placard. Il me le lança. Il atterrit dans une flaque d'eau. Tu veux vraiment vivre? Grogna-t-il. Fais-le dans la rue. La porte claqua. La poignée fut arrachée. La lumière du porche s'éteignit. Je restai là, dans le noir, le visage ensanglanté et brûlant, avec pour seul bien mes médicaments inutiles et un téléphone dont la batterie était à 9%. Mes dents claquaient si fort que j'avais encore le goût du sang. C'est à cet instant précis que je compris, avec une brutalité absolue, que les 2 personnes qui m'avaient donné la vie venaient de choisir l'avenir de mon petit frère plutôt que ma survie. Et c'est à cet instant précis que je décidai qu'ils le regretteraient jusqu'à la fin de leur jour. Un Google Doc, 1600 mots. Kuncho sex. Je restai sur le porche plongé dans l'obscurité, tremblant pendant une éternité avant de finalement composer le seul numéro qui me restait. Mon téléphone ne fonctionnait plus qu'à 7% de mes doigts, tellement engourdi que je n'arrêtais pas d'appuyer sur les mauvaises touches. Des touches. Du sang et de la pluie maculaient l'écran. Madame Elena Vasquez répondit à la 2e sonnerie. Chilo, il est presque 11 heures. Ça va. Je n'arrivais qu'à plairer. Elle resta au téléphone d'une voix calme, me demanda précisément où on m'avait dit de rester et dit qu'elle passait juste un coup de fil. Elle raccrocha.
40 minutes plus tard, les phares percèrent la neige fondue. Oncle Travis fit vrombir le Silverado, qui s'arrêta en clignotant. Il sauta hors de la voiture, vêtu d'un pantalon de survêtement et d'un vieux sweat à capuche de la police de Louisville, regarda ma lèvre gercée, le bleu qui se formait sur ma joue, mon sac à dos trempé dans la flaque d'eau, et me serra dans ses bras. Son étreinte sentait le café et l'huile de moteur. « Qui t'a fait ça, mon pote? » J'ai réussi à étrangler mes parents. Il ne perdit pas une seconde de plus à poser des questions. Il me poussa dans la cabine chaude, laissa le chauffage se dissiper et conduisit directement jusqu'à sa petite maison de plain-pied à Jeffersontown. Je dormis sur son canapé, sous toutes ses couvertures. Je me réveillais toutes les heures avec des crampes aux reins et le bruit de la porte qui claque. Lundi matin, mon oncle Travis a mobilisé toutes ses ressources, accumulées au cours de ses 25 ans de service dans la police. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête pour négligence médicale le jour même. Un inspecteur et une assistante sociale se sont présentés chez mes parents avec une ordonnance du tribunal pour obtenir mon dossier médical complet et tous les relevés de mes comptes en fiducie. Ma mère a tenté de justifier la fugue de ma fille après avoir volé de l'argent. Son histoire s'est effondrée dès que l'inspecteur a vu l'échymose en forme de main sur mon bras et le polo chic fil taché de sang que je portais vendredi soir. La banque m'avait pourtant remis 11 ans de documents sans rechigner. Des formulaires de retrait, tamponnés, approuvés, chacun accompagné d'une fausse note de clinique indiquant que l'argent avait été versé pour des consultations spécialisées en nutrition rénale ou des analyses de laboratoire avec des donneurs privés. Les vrais reçus, agrafés derrière, disaient la vérité. Les acomptes pour les frais de scolarité à Saint-Xavier, l'appareil dentaire de Dylan, les voyages pour le tournoi, la réfection de la toiture et même l'acompte pour la nouvelle maison de mon père. Tacoma. Plus de 280 000 $ envolés. Le syndic a officiellement admis qu'après les premières années, ils avaient cessé de demander des preuves médicales concrètes, car M et Madame Beckett étaient toujours si polis et organisés. Ce seul témoignage a anéanti toute sympathie que mes parents auraient pu éprouver. La plainte au civil a été déposée devant le tribunal de circuit de Jefferson avant Noël. L'ancien bras droit de l'oncle Travis nous a mis en contact avec un avocat spécialisé dans les fiducies et les successions, qui a examiné les preuves et accepté de travailler sur un plan de contingence. L'accusation de négligence médicale criminelle a donné un argument de poids au procureur. Mes parents ont rapidement conclu un accord à l'amiable pour éviter la prison, mais la bataille financière était une autre affaire. L'enquête s'est éternisée pendant 11 mois éprouvants. Des témoignages interminables. Des néphrologues légistes ont témoigné de la façon dont le retard de traitement avait endommagé de façon permanente ma fonction rénale. L'avocat de mes parents a tenté d'obtenir un prêt temporaire dans le but de rembourser la défense. La juge a qualifié cela de l'un des manquements les plus flagrants au devoir fiduciaire qu'elle ait vu en 20 ans. Le verdict final est tombé la dernière semaine d'octobre, détournement de fonds intentionnel, fraude. Violation d'une fiducie irrévocable. Mes parents ont été condamnés à rembourser la totalité des 350 000 $ initiaux, plus 10 ans d'intérêts composés au taux de la fiducie, ainsi que mes frais d'avocat et les frais de justice. Un total de 520 000 $ à leur charge. Ils étaient loin d'avoir cette somme. La maison a été saisie en novembre. La vente aux enchères a eu lieu juste après Thanksgiving. Maman, papa et Dylan ont emménagé dans un appartement de plein pied au-dessus d'une laverie automatique sur Dixie Highway le jour de l'an. Dylan a perdu sa bourse d'études dans une école privée et a terminé sa dernière année au lycée public du quartier. Papa a trouvé un emploi de nuit comme agent de sécurité. Maman vendait du maquillage sur une table pliante au marché aux puces le week-end. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette maison. Jamais. 10 ans ont passé plus vite que je ne l'aurais cru possible. L'argent du jugement est arrivé sur mon nouveau compte 6 semaines après la vente aux enchères. 520 000 $, moins les frais d'avocat, me laissaient encore assez pour respirer pour la première fois. Dans ma vie, mon oncle Travis m'a obligé à placer la moitié de mon argent sur un compte épargne à haut rendement et à utiliser le reste pour mes études. Je me suis inscrite à l'Université du Kentucky à la rentrée suivante. Logé dans un petit studio hors campus, j'ai obtenu mon master en ingénierie 4 ans plus tard, sans aucune dette. Le corps des ingénieurs de l'armée m'a embauché directement après le lycée comme contractuel civil à Fort Knox, à 45 minutes de Louisville, mais à des années-lumière de tout ce que j'appelais autrefois mon chez-moi. Tous les avantages sociaux fédéraux. L'assurance maladie à vie. Un salaire dont je n'avais jamais rêvé. Mes reins se sont stabilisés grâce aux médicaments que je pouvais enfin me payer sans avoir à mendier. J'ai repris le nom de jeune fille de ma grand-mère Evelyne le jour de mes 21 ans. Beckett, à nouveau pur et à moi. J'ai acheté un petit appartement près de la base militaire avec le reste de l'argent de la fiducie et je l'ai rempli de plantes, de livres et de silence. Pas de photos de famille au mur, pas de carte d'anniversaire, aucun contact.
Puis, un mardi de mars comme un autre, alors que j'avais 27 ans, une simple enveloppe blanche est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon adresse. Écrit de la main de ma mère, dans une cursive impeccable. J'ai immédiatement reconnu son écriture et j'ai failli jeter le papier sans l'ouvrir. Curieuse, ma petite. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en 3. Achille, on sait que tu nous détestes probablement, et tu as tout à fait raison. C'est dur. L'appartement sera vendu le mois prochain. Les prêts de Dylan pour sa formation d'assistant médical nous ruinent, et la blessure au dos de papa l'empêche de travailler comme agent de sécurité. On va se retrouver à la rue. On ne te demande pas pardon, juste de l'aide. 20 000 $ nous permettraient de trouver un logement décent et de payer le dernier semestre de Dylan. S'il te plaît. Tu es la seule qui puisse nous sauver maintenant, maman. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai replié exactement comme il était, et je suis restée assise sur le canapé pendant un long moment. 3 jours plus tard, je suis allée à la banque, j'ai retiré 500 $ en espèces, que j'ai mis dans une enveloppe neutre avec un petit mot écrit pour qu'ils ne reconnaissent plus mon écriture. C'est le dernier argent. Tu n'auras jamais rien de moi. C'est exactement ce dont j'avais besoin la nuit où tu m'as fait t'asseoir sur le porche. N'écris plus. N'appelle plus. Ne me cherche plus. C'est fini. Je l'ai envoyé de la poste de la base. Pas d'adresse de retour. Ils n'ont jamais réessayé. J'ai appris par un ami commun que Dylan avait abandonné ses études. Maman a trouvé un emploi de femme de ménage de nuit à l'hôpital et papa passe la plupart de ses journées au bar des anciens combattants. La dernière photo que j'ai vue par hasard sur une page Facebook publique les montrait tous les 3 dans une cuisine exiguë, grisonnant, plus maigre que leur âge. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai rien ressenti du tout. La famille, ce n'est pas une question de sang. La famille, ce sont les gens qui choisissent de rester quand tout est difficile. Quand les factures sont impossibles à payer, quand le diagnostic est terrifiant. Mes parents ont choisi l'avenir de Dylan plutôt que mon présent. J'ai choisi ma propre vie plutôt que leurs regrets. Et ce choix m'a offert 10 années formidables, une carrière que j'adore, une santé enfin rétablie et une paix que je n'aurais jamais cru trouver. Alors si vous regardez ceci et que vous êtes coincé dans une maison où l'amour est conditionné, où votre survie est perçue comme un fardeau, écoutez-moi. Vous pouvez partir. Vous pouvez construire quelque chose de mieux. Vous pouvez enfin avoir la famille dont vous aviez besoin et que vous n'avez jamais eue. Car au final, ceux qui étaient censés me protéger m'ont appris la leçon la plus importante. La famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est celle qui choisit de rester quand on a le plus besoin d'elle. Et j'ai enfin trouvé la mienne en la personne de mon oncle Travis et de Madame Vasquez, en ses collègues devenus amis dans cette vie que j'ai construite de mes propres mains. Quant aux autres, ils ont fait leur choix la nuit où ils ont fermé la porte à clé. J'ai fait le mien le matin où j'ai décidé de continuer mon chemin.